Parmi les quatre, moi j'investirais dans Mistral. Ils ont quasiment le monopole de la souveraineté en Europe. Donc les valorisations sur lesquelles les boîtes lèvent aujourd'hui, est-ce qu'elles sont délirantes d'un point de vue économique? Oui. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'on est sur un niveau où ça va exploser dans les mois à venir? Pas dit du tout. Ma fille, qui n'a pas le niveau intellectuel encore de Claude, par contre, je lui ai montré quelques fois quelques photos de chats, et en fait très vite elle a su ce qu'était un chat, et on peut lui présenter de nouveaux animaux, et elle saura les reconnaître. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Polaria Show, le nouveau format qui va vous être proposé par Polaria, qu'on va présenter un petit peu plus tard. En deux mots, l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. L'objectif, ça va être à une fréquence qu'on va essayer de garder la plus régulière possible, de vous proposer un petit décryptage, on va dire des news en matière d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème? Quels sont les grands phénomènes? Quelles sont les grandes tendances? Et l'idée, c'est de débattre de tout ça et de chercher comment les vulgariser pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc, avant de me présenter, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, je vais passer la parole à mon acolyte du jour, Cyril, qui va pouvoir se présenter Polaria. Et ensuite, on pourra rentrer dans le vif du sujet. Merci Cyril. Martin, je sais que tu t'es concentré pour faire réussir ce lancement-là. Et en plus, C'est la 15e répétition qu'on fait. J'espère que la 15e sera la on est bonne. là en plus sur une idée originale de toi. Donc très content en tout cas de partager ce temps-là, de participer effectivement à ce temps de décryptage pour tout le monde. Donc je m'appelle effectivement Cyril de Souza Cardozo. Avec Martin, on a créé, cofondé l'écosystème Polaria, qui est aujourd'hui un ensemble d'entreprises qui accompagnent la transformation de nos organisations publiques et privées à l'ère de l'IA. Comment placer l'IA entre les mains du plus grand nombre pour éviter qu'elle se concentre entre les mains de quelques-uns. Et dans notre écosystème, eh bien, on déploie de la formation, on développe des solutions technologiques, on intègre et surtout on expérimente beaucoup. Et forcément, l'IA, c'est un quotidien et on souhaite y placer au cœur la réflexion. Et d'ailleurs, juste avant que je te repasse la main, Martin, rappeler qu'on est également les fondateurs d'une chaire de recherche, ManageIA, qui vise à étudier l'impact de l'IA sur les organisations et le management, prendre du recul. Et je crois que ce temps-là, finalement, il s'inscrit aussi dans cet objectif. Eh bien super, merci Cyril. Donc moi, de bon Martin Toussaint, je suis, comme le disait Cyril, l'associé de Polaria, également directeur général de la société depuis quelques temps maintenant. Ravi d'animer cette première itération, cette première séquence du Polaria Show. N'hésitez pas en commentaire à poser toutes les questions que vous voulez. Ce qu'on va vous proposer, c'est dans les formats d'après. On prendra des questions qui sont venues suite à l'épisode précédent et on les traitera au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas vraiment, s'il y a des choses qu'on vient de dire qui vous interrogent, rebondissez et puis on traitera tout ça au fur et à mesure. Dernière chose, vous ne le voyez pas, mais il est là, tapis dans l'ombre, Pierre, CEO de Polaria, qui est en coulisses aujourd'hui pour organiser ce temps. Donc on le remercie parce qu'il a bien bossé sur le sujet, qui va être notre atout technique dans toutes les dimensions en lien avec le Polaria Show. Passer au premier sujet de notre épisode, qui est le fameux modèle Fable 5. Donc Fable 5, qu'est-ce que c'est, pour reposer peut-être un petit peu le sujet? Il y a quelques mois, Anthropic, donc les créateurs de Claude, annoncent avoir développé un modèle qui est le modèle Mythos et qui est un modèle qui a fait un petit peu peur dans l'écosystème, dans la mesure où ce qui a été annoncé, c'est qu'on était sur un modèle très puissant dans la mesure où il aurait pu, dans les premiers jours de test, détecter un certain nombre de failles Day One, donc dans des solutions logicielles qu'on exploite tous au quotidien, donc qui a posé beaucoup de sujets, beaucoup de débats, qui a créé des débats autour de la cybersécurité en lien avec les modèles et qui explique pourquoi Mythos n'a pas été diffusé immédiatement, comme c'est normalement le cas de la majorité des modèles. Il y a eu quelques semaines, quelques mois qui sont passés entre l'annonce et le 9 juin 2026, où Anthropic a sorti le modèle Fable 5, qui est une version, on va dire, de Mythos, qui a été rendue disponible à l'ensemble des utilisateurs. Pas de bol, le 13 juin 2026, communiqué d'Anthropic, la Maison Blanche, ou le Pentagone, c'est selon, partager, on va dire, des craintes en matière de sécurité du modèle et a demandé à Anthropic de limiter son usage aux utilisateurs de Claude, qui sont des utilisateurs américains. Cyril, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque plein de choses, En plus, j'adore le nom. Il préfigurait déjà ce qui allait se passer, quoi. Fable. Donc on était vraiment là-dedans. Alors moi, je trouve qu'on pourrait commenter de toute façon cette news-là. Voilà, sous plein d'angles, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Et je pense que dans quelques mois, quelques années, on continuera à parler de cet épisode parce qu'il est symptomatique de plein de choses. Bon, le premier élément, c'est qu'effectivement, il faut le dire, Fable 5 était une sorte de version un peu bridée
de la famille donc des modèles mythos qui effectivement a inquiété le monde, notamment les gouvernements et les banques, est en haut des classements, en tout cas dans les modèles d'IA, n'importe quel classement, dans la plupart en tout cas des classements, ils sont tout en haut, donc c'était bien le modèle le plus performant du moment. Dans cependant ce qui s'est passé là, des éléments en tout cas qui doivent venir nous interroger. Le premier élément, c'est que c'était inévitable qu'on aboutisse à ça. Et ça nous va nous ramener, nous, comme au marketing de la peur toujours qu'on a du côté d'Anthropic. Anthropic se sont construits, se sont bâtis effectivement sur une approche éthique vis-à-vis d'OpenAI. C'est des anciens voilà, d'OpenAI qui ont quitté OpenAI parce qu'ils estimaient que OpenAI ne répondait plus à leur fonction de mettre l'IA au service eh bien, de l'humanité. Et donc, ils ont maintenant un marketing qui consiste quand même à souvent faire peur. Et avec Mythos, alors je pense qu'en réalité, ils ont un peu surestimé le sujet, mais ils ont quand même inquiété le monde, au point que les banques centrales ont été notamment convoquées en Angleterre. Il y a eu des réactions et des réunions Les banques centrales d'ailleurs, je trouve qu'il y a eu des gros les banques établissements centrales, bancaires exactement, tout court qui les ont été. banques également, parce qu'il y avait ce risque à un moment donné de se dire est-ce qu'il y avait des écosystèmes complets Bon, bah si à un moment donné, tu dis que ce que tu développes est hyper dangereux, c'est normal que quand tu le déploies, à un moment donné, il y a un gouvernement, même si c'est le gouvernement de Trump, qui te dit, bah non, en fait, tu vas le retirer. Donc ça, c'est le premier élément. Si tu cries au loup, on connaît avec effectivement l'histoire ou d'ailleurs la fable, et on sait les conséquences en tout cas que ça a. Est-ce que ça méritait tout ce pataquès? Pas sûr. Je m'interroge quand même beaucoup sur le marketing qu'il y a derrière. C'est que actuellement, quand tu vas sur Claude, Anthropique, il pourrait la jouer, voilà, maintenant, peut-être basse, on a retiré le modèle. Non, partout où tu vas sur l'interface de Claude, on te rappelle que Fable n'est plus accessible. Donc là, des fois, tu sais plus trop qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le gouvernement américain qui a demandé de retirer le modèle ou est-ce que ça sert ce fameux marketing un peu de la peur ou de la peur de rater ou de la peur de manquer d'Anthropique? Ça vient en tout cas nous interroger globalement et ça correspond en plus maintenant effectivement à une demande américaine qui est que le gouvernement américain souhaite valider tous les modèles d'IA qui vont être déployés. Deuxième élément, pour faire ça, bah, le gouvernement américain il n'a pas eu à utiliser une loi spéciale, il a utilisé une vieille loi qui consiste à dire que sur des sujets critiques, il peut restreindre la technologie, même juste la voir uniquement à des acteurs américains. Effectivement, trop compliqué pour Anthropic, qui a énormément de salariés étrangers de le déployer. Donc, ils sont en tout cas arrivés à cette situation. Et en parallèle, je crois que le dernier élément que ça m'évoque, bien entendu, c'est nous vis-à-vis, en tant que Français, en tant qu'Européens. En réalité, voilà, on est des gros utilisateurs nous-mêmes de Claude, comme plein d'autres d'autres IA, mais concernant Anthropic, on a eu ce sentiment de se dire, tiens, on n'avait pas la main pour décider, en France et en Europe, ce à quoi on avait droit d'avoir accès. Et ça pose de manière encore plus forte, plus importante, les enjeux de la souveraineté technologique. Elle émerge, hein, ça fait 3 ans, je pense, Martin, on n'a jamais parlé autant de souveraineté technologique. Mais là, avant, on était concentré sur le fait, l'inquiétude, le risque de voir les Américains accéder à nos données, nous piller nos données, entraîner leur propre modèle. Et là, maintenant, l'autre angle, c'est de se dire, mince, on pourrait ne plus avoir accès aux meilleurs modèles parce que si effectivement le gouvernement américain ne souhaite pas que les Européens utilisent la meilleure technologie pour leur économie, bah, ils peuvent couper en parallèle. Donc je pense que voilà, ce sujet va en tout cas donner matière à réflexion et pour en tout cas des mois et des années à venir. Bah écoute, je suis pas totalement d'accord avec ce que tu disais au début sur la partie marketing de la peur, parce que alors, c'est vrai que c'est quand même un angle qui est souvent pris par Anthropic, et ça a été vraiment le cas autour de Mythos, hein. Il y a eu ce côté, mon Dieu, on a créé quelque chose, on peut pas le partager parce que c'est trop dangereux. Bon, est-ce que ça fait monter un petit peu la sauce, surtout sur des entreprises, on va peut-être revenir dessus après, mais qui ont des besoins de levée de fonds assez massifs, et donc bah, certes puissant, enfin certes dangereux, pardon, mais puissant, donc quand même intéressant, et en termes de levée de fonds, ça apporte un argument marketing. Mais je pense qu'ils ont été pris de court, parce que là, ce que tu disais, le message sur Fable, moi je crois qu'il apparaît plus. De mon côté, je pense qu'il a disparu là il y a quelques jours, ils le disent plus maintenant. Mais je pense qu'ils ont été moi un week-end, le vendredi.
Il y a un communiqué d'Anthropic qui dit qu'il refuse que l'armée américaine et que le Pentagone utilisent les modèles de Claude dans le cadre d'applications militaires. OpenAI et Sam Altman montent au créneau dans la foulée en disant que eux, il n'y a pas de problème, ils peuvent les utiliser, hein. Et le lendemain, le conflit démarre. Suite à ça, bon, on connaît Trump, il y a eu un certain nombre d'échanges sur les réseaux sociaux qui ont été assez incendiaires, dirigés vers Anthropic. Moi, je pense qu'il y a quand même un côté où, par rapport à tout ça, et je pense que si c'était OpenAI qui s'était mis dans les bottes d'Anthropic et qui avait refusé l'accès à ces modèles au gouvernement américain, il y aurait pu avoir à peu près la même chose. Et c'est de bonne guerre, hein, mais je crois avoir vu passer que le patron d'Anthropic, quelques jours après l'interdiction de Fable, a posté un communiqué ou un tweet, je ne sais plus, où il disait que si Fable était interdit en termes de risque de sécurité, ils avaient analysé ce qui était considéré comme n'étant pas sécurisé dans le modèle, et là-dedans, on pouvait aussi dire 5.5. Donc il y a un peu une guéguerre entre les deux. Mais moi, je le vois pas tant sous l'angle du marketing. Là où je le vois, et c'est marrant du coup que ce soit moi qui le dise, que tu connais mon avis sur la souveraineté, sur le sujet global de la souveraineté, je pense que j'étais plutôt pessimiste là-dessus depuis un certain temps. Je pense que ça peut quand même être un signal, parce que là, ce que ça montre aujourd'hui, même si on n'est pas sur un outil qui est critique, parce qu'il n'a pas eu le temps d'être mis en place dans les organisations, il n'a pas eu le temps d'être industrialisé, et donc le risque est moindre, on va dire. Les États-Unis montrent que s'ils veulent taper du poing sur la table, ils peuvent couper l'accès à des solutions américaines. Donc là, c'est une chose avec Fable 5, mais demain, imaginons, ça s'applique non plus à Fable 5, mais à l'ensemble des modèles de cloud. Demain, ça s'applique à Azure, le cloud de Microsoft. Là, le sujet, c'est pas le même. Est-ce que ça peut être le début d'une prise de conscience, j'allais dire du monde, mais surtout, nous, on est français, donc bien évidemment, la France et l'Union européenne, qui a des sujets en termes de souveraineté qu'il va falloir adresser très vite, c'est possible. C'est que je pense qu'on est très en retard. Et là, on digresse peut-être un petit peu, mais c'est vrai que les modèles, finalement, c'est qu'un rouage dans l'ensemble de l'engrenage. Les modèles, c'est une chose, mais la capacité de calcul, le cloud, etc., c'est autre chose. Et donc, c'est vrai que même s'il y a des initiatives à l'échelle de la France et de l'Union européenne, on va parler de Mistral un petit peu plus tard, si on veut vraiment bâtir une souveraineté autour de l'IA, il y a du boulot, hein, parce que c'est sur l'ensemble de la chaîne, et aujourd'hui, à mon sens, on n'y est pas. On a des modèles, on a Mistral qui, sous beaucoup d'aspects, peut être comparable, mais en termes de puissance de calcul, en termes de data center, même s'il y a des projets, c'est pas encore à la hauteur de ce qu'on peut trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, on n'est pas totalement décroché. Ces dernières années ont vu quand même massivement, mais ça ne s'est pas encore traduit en installation, quand même de l'investissement massif en dizaines de milliards d'euros, notamment en France. Sur Mais c'est des centaines de milliards aux États-Unis. Alors, sauf que quand tu dis les centaines de milliards, tu penses notamment au projet Stargate. En Non, même pas. réalité, celui-ci, en tout cas, n'est pas confirmé totalement dans Ouais, son bien sûr. financement. Alors oui, à date, les Américains font x10 en termes d'investissement par rapport à n'importe quel autre pays. C'est pas tout à fait le cas si tu prends la somme d'ailleurs européenne. C'est pas totalement le même regard si on commence à penser les choses sous l'angle énergétique. Si on attire énormément de capitaux étrangers, nous, c'est parce qu'on est l'un des seuls quasiment pays à avoir de l'électricité d'ailleurs excédentaire. Et sur ce sujet-là de la souveraineté, il y a quand même un point. Bon, pour l'instant, en tout cas, ASML est une société, du coup, ASML, société donc effectivement hollandaise qui est en gros produit et qui a Merde, Mistral. quasiment un monopole à 100% sur les machines qui permettent de produire des cartes graphiques. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une chaîne de dépendance sur laquelle on n'est pas totalement dénué. Après, Et juste pour, je te coupe 2 secondes pour préciser pour tout le monde, ASML, donc qui en effet n'est pas forcément connu du grand public et qui a le monopole de la fabrication des machines-outils pour les semi-conducteurs, et qui est le nouvel actionnaire de référence de Mistral depuis la rentrée 2025. Exactement. Et donc un acteur d'ailleurs qui pose énormément de problèmes au gouvernement américain, qui souhaiterait faire de cette brique-là, en tout cas une société américaine, et qui a été pointé du doigt parce que normalement ils maîtrisent partout où se trouvent leurs machines, et il y a eu des rumeurs comme quoi certaines machines se retrouveraient potentiellement en Chine, donc avec toutes des thématiques dans la guerre en tout cas entre les États-Unis et la Chine. On voit bien que voilà une brique d'un coup qui ne dépend pas des Américains, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, je suis d'accord, on peut avoir en tout cas un certain retard, on peut en tout cas souligner effectivement qu'à minima on a Mistral, et tant mieux, parce que derrière Mistral pour l'instant, il reste pas grand-chose, et d'ailleurs pas qu'en France, en Europe. Donc on a aussi cet élément-là. Mais quand je reviens là sur la question du marketing en tout cas de la peur, oui, il y a cette confrontation. Alors je ne sais pas qui sert qui, parce que quand effectivement Anthropic s'affronte, en tout cas à Trump, sur l'utilisation militaire
de Claude. On sait que à la fois les déclarations de Sam Altman, tout ce qui a poursuivi, a provoqué une grande vague de déplacement d'utilisateurs vers Anthropic. Donc ça a plutôt servi d'ailleurs le modèle. Inversement, tu parlais de la guerre en Iran. Bon, même si Anthropic a dit ce qu'ils ont dit, leurs modèles ont été utilisés sur le champ de bataille. Et là, il y avait aussi cependant un élément, c'est que Mythos, on nous l'a quand même vendu comme le système qui allait cracher l'intégralité des systèmes informatiques mondiaux. Enfin, en tout cas, c'était le commentaire qu'on avait. D'ailleurs, à tel point que la Commission européenne s'est inquiétée à un moment donné de ne pas avoir accès au modèle pour faire ses propres tests. On s'aperçoit d'ailleurs dans les benchmarks qu'en réalité, des modèles open source atteignaient, en termes de détection de failles de cybersécurité, quasiment les mêmes niveaux que Mythos. Alors, un peu inférieur, mais en réalité assez proche. Donc, il y a toujours comme ça chez Anthropic. Là, on développe des choses qui sont hyper dangereuses, mais à la fin, bah, on vous les met quand même à disposition. C'est 20 $ le prix d'accès, c'est 100 $ pour avoir un peu plus de limites. Et tu vois, c'est là que je trouve que chez Anthropic, ils ont repris de toute façon le marketing de la peur qui est né de toute façon dans la Silicon Valley pour promouvoir leur solution. Et là, bah, effectivement, ils prennent une sorte de balle perdue, de retour. Mais encore une fois, le jeu des acteurs, il est, je trouve, en tout cas, un peu complexe. Mais je crois qu'on est Sachant d'accord que, je pense que sur Mythos, ce qu'il faut quand même préciser, c'est bon, aujourd'hui, c'est plus la peine, vous ne pourrez pas utiliser Fable 5. Et Mythos, peu de personnes l'ont eu entre les mains, parce qu'il a été quand même mis à disposition d'un certain nombre d'entreprises stratégiques pour qu'ils puissent travailler avec. Mais finalement, le grand public n'a pas eu de test, hein, on va dire, de la solution. Et Fable 5 était quand même très drôle, dans la mesure où, certes, moi, l'ayant testé quand même quelques jours avant sa fermeture, j'ai trouvé qu'il était assez bluffant sur un grand nombre de cas d'usage, par contre très susceptible sur la notion de cybersécurité. Il suffisait de placer cybersécurité dans le prompt pour faire bloquer le modèle et qu'ils nous disent bah, non, ça je peux pas faire, quelle que soit la demande. Est-ce que tu peux me faire un cours sur la cybersécurité? Ça m'a bloqué à un moment donné. Donc c'était des sujets un petit peu rigolos. Moi, ouais, très bridé, et ce que j'en retiens quand même. Ce que j'ai lu, c'est que d'ailleurs, quand tu cherchais à utiliser Fable 5 pour développer des logiciels, etc., ils pouvaient basculer sans te dire sur des modèles comme Opus 4.8, donc les modèles qui sont juste en dessous, sans te prévenir. C'est-à-dire qu'en fait, Parce que moi, toutes les fois où ça s'est passé, il m'avait prévenu avant. Enfin, en tout cas, il le signalait. Je n'ai pas suffisamment testé pour voir s'il pouvait le faire différemment. Ce que j'en retiens quand même, c'est marketing de la peur, pourquoi pas. Je pense que ça s'inscrit encore une fois dans le cadre d'une stratégie de levée de fonds et pour faire monter la sauce. Moi, je pense que le vrai sujet, c'est qu'il faudrait que ça serve quand même d'électrochoc à l'Union européenne et à la France pour se dire, et au-delà de l'IA, hein, quelque part, on a quand même un sujet de souveraineté. Si demain, un gouvernement, et le gouvernement d'un pays qui propose des solutions qu'on utilise au quotidien peut dire stop, on arrête, ça pose des vrais sujets pour nous, et donc il y a quand même des briques de souveraineté à reposer par-ci, par-là. Ah bah là, clairement, et là d'ailleurs, ça me permet alors, de rebondir parce que c'est intéressant, parce que ça va être lié. Alors après, on va rebondir sur cette partie de souveraineté technologique. Moi, j'ai toujours été de ceux qui pensent, et ça fait des années que je le porte dans plusieurs ouvrages, que la thématique et la problématique de l'innovation en Europe est avant tout une affaire de finance. Et effectivement, on vit un moment particulier. Alors, de nous deux, c'est toi qui maîtrises d'ailleurs mieux le sujet, mais pour nos auditeurs, ça sera intéressant que tu nous donnes toi maintenant ton regard. On a trois grosses, donc voilà, introductions en bourse, IPO qui sont prévues cette année ou qui étaient prévues. Je te coupe parce qu'on va y revenir. Hein. Ah, on va y revenir. Ok. On Bon, va y bah, revenir. du coup, on y Ce que revient je te après propose, parce que justement, je pense qu'on là, n'est on pas a un trop en sujet désaccord. sur la Dommage. souveraineté. Comment? Allez, Pierre, on n'est pas trop en désaccord, c'est dommage. Mais Pierre, je te propose de passer Mistral, depuis quelques temps maintenant, Vibe, qui est une fonctionnalité, un ensemble de fonctionnalités qui s'apparente à ce qu'on peut trouver depuis quelques temps sur des modèles américains, principalement Claude et autres. Donc une solution qui progresse, avec beaucoup de news autour de Mistral, qui propose quand même des modèles qui, je trouve, sont très pertinents sur un certain nombre de benchmarks. Ça pose d'autres questions aussi au niveau de la place qu'ils vont trouver par rapport aux acteurs américains. Un possible pivot qu'on observe nous depuis quelques temps sur la partie B2B, où Mistral semble plutôt se concentrer sur des entreprises en termes de clients que sur les grands publics. Cyril, je te passe la main. Est-ce que tu Oui, as pu alors moi du tester coup tout ça? j'ai testé beaucoup Vibe parce que je voulais effectivement, bah, ça est arrivé quasiment, tu vois, de manière concomitante avec notre histoire là de Fab, donc c'était intéressant. Quand tu te retournes vers l'Europe, tu te dis ben, comment on fait pour avoir de la souveraineté technologique? Ben, sur en tout cas l'IA grand public et l'IA pour tous, forcément Mistral est quasiment le seul acteur qui a en tout cas
une capacité, en tout cas à répondre aux acteurs américains. Et effectivement, Vibe, qui a remplacé donc, le chat de Mistral, c'est assez simple. Ils ont fait quelque chose que moi, d'ailleurs, j'apprécie beaucoup. En fait, ils ont recopié l'interface de Claude, donc qui était organisée avec le chat, la partie cowork qu'eux ont appelé work et la partie code. En tout cas, la même organisation, ce qui est très bien, parce que du coup, tu peux, toi, être utilisateur de Claude et absolument retrouver tous tes repères du côté de Mistral. Je fais pas mal de choses, je trouve que c'est assez intéressant parce que tu peux effectivement connecter tes outils. Il s'appuie, ça y est, sur les skills, en tout cas sur le même standard d'ailleurs ouvert qui a été repris aussi d'ailleurs par ChatGPT donc, et OpenAI. Donc il y a pas mal d'éléments qui nous permettent finalement de construire quasiment les mêmes systèmes agentiques sur Mistral. L'eau, bien entendu, la qualité des modèles qui ne permettent pas de produire exactement. Donc j'ai fait quelques benchmarks pour tester certaines choses, construire un skills de mise en forme de document à partir d'un document type ou d'un certain nombre d'exemples. Là où un Claude aboutit très vite, c'est plus long en tout cas d'opérer avec, du coup, avec Vibe. Mais je me dis que effectivement Mistral nous donne une opportunité. L'interrogation que j'ai, c'est de me dire, tiens, j'apprécie moi le fait qu'il se soit concentré sur ce qu'on appelle le harness, hein, pour celles et ceux qui connaissent un peu moins le champ de l'IA. Ben, on a les modèles d'IA qui, bon, voilà, sont les mécaniques un peu d'inférence, ou si on rentre sur des modèles plus complexes, qui sont capables de produire un certain nombre de choses. Tout ça se coordonne, s'architecture dans des harnais qui permettent d'organiser un peu ta structure agentique. Et je trouve que là-dessus, ils ont fait énormément de progrès. Là où ils étaient, je trouve, en retard. Bon, la problématique, c'est que du coup, cependant, dans les benchmarks en ce moment, bah, je les vois moins remonter et on sent que depuis 24 mois, ils sont moins hauts par rapport aux modèles de référence. Donc voilà, on conserve une vraie thématique sur les modèles. Mais voyant l'open source globalement progresser, je me dis que c'est une excellente chose en tout cas pour Mistral et du coup pour la France et pour l'Europe, même si je pense que c'est dangereux de s'en remettre qu'à un seul acteur. Je préfère en la matière les écosystèmes. Non, mais écoute, assez aligné. C'est vrai que alors moi, je l'ai pu le tester, je pense un petit peu moins que toi, et je trouve assez intéressant. Il y a deux points sur lesquels je veux revenir. Le premier, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, et on va en parler au niveau des levées de fonds. Je pense qu'on a un sujet de financement. Je pense, c'est qu'on a un sujet de financement à l'échelle de l'Union européenne et de la France, parce que quand Mistral va lever quelques milliards d'euros, les Américains vont en lever plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Donc certes, on peut faire quand même des choses, et c'est ce que Mistral a réussi à faire, et il faut leur tirer notre chapeau, parce qu'avec moins de moyens, ils ont quand même réussi à créer un écosystème et des modèles qui n'ont pas non plus à rougir totalement par rapport à ce qu'on va retrouver de l'autre côté de l'Atlantique. Néanmoins, il y a ce sujet de financement qui reste majeur, et qui explique aussi, à mon sens en partie, pourquoi à l'heure actuelle, on parle d'une compétition, si je caricature, entre OpenAI et Anthropic, mais que Mistral n'apparaît pas vraiment dans l'équation. Donc ça, c'est le premier sujet. Moi, l'autre sujet que je trouve particulièrement intéressant et qui ne s'applique pas que à Mistral, c'est que depuis quelques temps, on a quand même quelque chose qui s'apparente à une convergence des outils en matière de fonctionnalité. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand tu bascules de Claude à ChatGPT ou à Copilot ou à Mistral, alors il y a des particularités, il y a des spécificités, mais tu n'es pas non plus perdu. Ce qui n'était pas le cas par le passé, parce que tu avais vraiment ChatGPT qui avait ses fonctionnalités, les modèles Claude qui avaient ces fonctionnalités, et il fallait quand même un minimum de temps pour passer de l'un à l'autre. Là, ce qu'on voit, je prends l'exemple de Copilot avec Microsoft, qui certes était très en retard en matière d'IA, Microsoft depuis quelques temps, et qui avait une solution Copilot qui pouvait être assez déceptive quand on l'a comparé à d'autres outils. Aujourd'hui, depuis qu'ils discutent et qu'ils ont noué plutôt un partenariat avec Anthropic, on voit qu'il y a des de Claude qui apparaissent dans Copilot. Là, on est le 23 juin. Depuis ce matin, on a un cowork qui vient d'apparaître dans Copilot, qui fonctionne exactement de la même façon que ce qu'on a sur Claude. Et donc, on assiste à cette convergence. Et ça, on le pressentait depuis quelques temps. Et ce qui va rendre, à mon avis, le jeu un petit peu plus intéressant, c'est qu'en fait, tu ne peux même plus, en tant que provider de modèles, te dire, je vais garder mon marché captif parce que je propose des fonctionnalités que les autres n'ont pas. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as un OpenAI qui, avec ChatGPT, sort quelque chose qui est intéressant, il y a un Claude qui va venir l'intégrer, un Mistral, un Copilot et autres. Donc on arrive vraiment vers une convergence. Alors ce qui est bien pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on le voit souvent quand on accompagne des organisations dans la mise en place d'outils d'IA, on a de moins en moins de problèmes à leur dire, écoutez, aujourd'hui vous faites un choix d'outils, qui est ce qu'il est, il faut garder en tête que les solutions vont évoluer, mais l'avantage c'est que ce qu'on observe, c'est qu'en termes de fonctionnalité ça converge, et donc si vous passez 6 mois à travailler avec un outil comme Copilot par exemple, et que dans 6 mois vous voulez basculer sur Claude, vous n'allez pas être perdu, parce que les fonctionnalités vont revenir à peu près au même, vous
Vous allez avoir les prompts que vous avez pu mettre en place qui vont fonctionner aussi. Il y a peut-être quelques ajustements, mais globalement qui vont fonctionner avec les nouveaux outils. Et donc, on arrive vraiment sur une uniformisation du marché au niveau des fonctionnalités. Et là-dessus, l'apparition des standards ouverts, hein, tout ce qui va être les skills notamment qui ont été déployés, proposés en tout cas par Anthropic, puis maintenant pris en charge par les autres, et bien effectivement créer un standard. Ce qu'il y a derrière ce que tu dis finalement sur la dimension des fonctionnalités, c'est que c'est un peu, on rentre dans l'ère de la fin de l'UX et l'UI design, tu sais, c'était les interfaces et en même temps, depuis le départ, on aurait pu le pressentir de manière encore plus forte, c'est qu'au fond, qu'est-ce que font ces IA? Elles codent. Elles codent. Et si elles codent, ensuite elles peuvent accéder ou déployer ce qu'elles veulent. Et si elles sont bonnes en code, bonnes dans l'articulation des commandes qu'on leur donne, dans les connexions qu'elles ont avec les outils, bah, effectivement, il n'y a plus effectivement besoin d'interface ou de fonctionnalité particulière, puisque quasiment le modèle devient la fonctionnalité. Et là, effectivement, je crois que ça va participer à cette convergence. On parle quand même de Mistral. Alors, c'est vrai qu'il est un peu en retrait si on compare au niveau mondial. Mais modulo la Chine, où j'ai encore, moi, toujours du mal, parce que nous, on en entend parler surtout quand les modèles interviennent ou apparaissent dans nos interfaces. On génère pas mal de vidéos avec le Polaria Studio. On utilise beaucoup Seedance, etc. Mais j'ai pas la solution tout en un comme on a là sur Claude. En tout cas, on les utilise pas de notre côté. Le Sidex, notamment, je l'utilise très peu. Mais si on parle, allez, on va dire de l'Occident au sens large, sincèrement, sur ces solutions qui sont capables de tout proposer, on a qui? Il reste maintenant Anthropic, OpenAI. On va avoir donc Microsoft avec Copilot, Gemini, Gemini avec Google avec Gemini. et après tu rajoutes Mistral. En Ouais. réalité, qui y reste? Après, voilà, tu vas aller chercher des modèles chinois. Mais sinon, dans le reste, en Occident, ça y Non, est, tu vas avoir du Manus aussi. Manus, c'est vrai qu'il n'est pas utilisé totalement comme les ça, mais Chinois. c'est vrai que Tout à fait. il y a match, hein, parce que Manus normalement Ben, devait rentrer dans le a été giron de reculé. Meta. L'opération a été vétoisée, je ne sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs, par le gouvernement chinois. Mais Manus, quelque part, je trouve qu'il n'est pas utilisé tel quel. Mais Manus, on en parle moins depuis quelques temps, alors que c'était quand même le précurseur en matière d'agent IA. C'est vraiment lui qui a permis, avec Genspark, de populariser les modèles de l'agentique. C'est vrai que ce que tu peux faire aujourd'hui en termes de skills, en termes de cowork, en termes de tout ça avec Claude, avec ChatGPT, tu peux aussi le faire avec Manus. Non, clairement, Manus, en plus, moi je suis un grand fan de Manus historique, j'ai toujours utilisé beaucoup Manus et j'utilise beaucoup en conférence. Et c'est vrai qu'il a une puissance, une capacité à déployer et à agir, surtout à travailler longtemps de manière autonome, une fois que tu lui as donné un bon cadre, qui est quand même assez impressionnant. Ça, c'est clair. Mais je le place effectivement dans ces solutions. Mais on voit bien que cependant, que tout ça est en train de converger et j'ai du mal à croire aujourd'hui, quand je vois ces acteurs, qu'un nouvel acteur puisse émerger là-dedans, parce qu'il faudrait une puissance d'investissement derrière pour les infrastructures et à minima faire tourner les modèles, même si tu récupères des modèles open source. J'ai du mal à croire qu'il émerge, en tout cas un acteur privé, une communauté open source, oui, un acteur privé en dehors de ces acteurs-là qu'on vient de Non, moi, je mentionner. pense que le prochain leader dans les années à venir, on le connaît déjà aujourd'hui. Je pense que c'est déjà l'une des entreprises qu'on a citées. Alors laquelle, ça c'est la vraie question et on va y revenir dessus plus tard. Mais je pense qu'en effet, aujourd'hui, c'est trop compliqué de vouloir rentrer sur ce segment. D'autres choses à rajouter sur Mistral? Je pense qu'on a fait le tour. Non, j'en parlerai après sur. Bah, tu parleras on voulait parler de la partie levée de fonds. Et le truc, c'est que si je devais choisir entre investir dans XAI, aux valorisations qu'on nous donne, dans Anthropic et dans OpenAI, et qu'on me donnait la possibilité d'investir dans Mistral, parmi les quatre, moi j'investirais dans Mistral. Oui, mais c'est parce que tu as un côté chauvin absolu. Non, parce que là où les autres sont effectivement sur des champs concurrentiels, où il y a des thématiques qui vont avoir des enjeux, à un moment donné, quand tu vois Mistral, ce qu'ils signent au niveau européen, il y a une réalité par rapport à ce qu'on s'est dit sur Fable, c'est que ils ont quasiment le monopole de la souveraineté en Europe. Et là, il y a un champ pour eux et un marché qui est en réalité immense. Alors, je suis d'accord sur le côté retour sur investissement, vu qu'on est sur des valos qui sont quand même pas comparables. Bien sûr. Modulo une chose, alors c'est mon côté pessimiste. Ce qu'on peut observer nous aussi très régulièrement, c'est que le choix de la souveraineté n'est pas forcément ce qui revient en premier dans les prises de décision des organisations, y compris des organisations publiques. C'est un sujet que je n'aborderai pas aujourd'hui. À part ça, c'est ceux qui nous font confiance, parce que je suis Polaria, et Bien travaille sûr. là-dessus. Sujet suivant, donc on en parlait, les introductions en bourse et les levées de fonds. Donc deux acteurs sur la ligne de départ.
OpenAI, donc, qui a déposé sa demande d'IPO et qui a suivi de quelques jours de mémoire Anthropic qui a fait la même demande. Donc l'objectif, je le rappelle, ce serait pour ces entreprises qui à l'heure actuelle sont des entreprises qu'on appelle des private companies. C'est de l'anglais, hein, Cyril. Aux États-Unis, donc, qui sont pas tradables, on va dire, en l'état. C'est bien. On ne peut pas acheter à titre particulier des actions de ces entreprises-là. Donc, à court moyen terme, elles devraient être cotées sur les marchés financiers et donc être négociables. Cyril, qu'est-ce que tu en penses, sachant que j'ai un avis très tranché sur l'idée? Bon, là, c'est la pleine puissance de la finance américaine qui fonctionne. Si tu les prends toutes séparées, il faut y rajouter, bien sûr, bah voilà, XAI avec effectivement SpaceX, qui c'est Que je mets un peu à part, que je mettrai un peu à part. que je mettrais effectivement à part, bon, sur une valorisation délirante. Là, il n'y a rien économiquement qui justifie la valo qui a été donnée, en tout cas sur du court terme. Mécaniquement, il y avait des choses qui On faisaient en pourrait dire la même chose sur Mistral. Hein. Oui. En fait, tous ces acteurs, Ouais, mais là, les tu multiples prends AMI, les il y a multiples le sont camp. encore plus grands. Là, il y a la communication Elon Musk, Bien sûr. pour l'avoir suffisamment Oui. étudié. Il y a cette dimension-là sur ça. Bon, en tout cas, il y a ça. XAI, par exemple, on l'a pas cité, c'est intéressant, dans les acteurs dont on a parlé avant, et à raison, en réalité, ce qu'on n'aurait peut-être pas fait il y a 6 ou 12 mois. Mais parce que je pense qu'il est dépassé, la capacité à attirer des talents, elle est plus de son côté, donc il y aura un sujet là-dessus. Le risque, c'est d'avoir quand même asséché une partie des financements, même si 75 milliards, c'était une levée de fonds record, mais que ça reste en tout cas modéré à l'échelle du marché global ou des disponibilités. Mais à mon avis, sur le Vertex, c'est venu assécher des éléments. J'ai cru entendre parmi ces deux acteurs, OpenAI et Anthropic, que certains envisageaient de déporter un peu leur IPO plutôt en 2027. Et là, il y a une vraie question, c'est comment ils vont se positionner l'un et l'autre. Là, si tu me dis, mon pur regard, bah moi, je vois d'un côté un OpenAI qui a cramé énormément de cash, qui a peu encore prouvé sa capacité à régénérer du cash en parallèle, qui souffre sur la capacité finalement d'innovation au regard finalement d'Anthropic. De l'autre, Anthropic qui s'est pas perdu dans des faux combats, aller faire des images ou des vidéos, Sora, etc., débloquer son IA pour faire de l'érotisme, etc. Et en même temps, bah ça y est, qui a produit énormément de chiffre d'affaires, au regard en tout cas de ses revenus, qui est capable de proposer un modèle parce qu'il est placé sur du B2B. Donc je pense que là, du côté d'Anthropic, on a quand même, à mon avis, quelque chose de plus solide. Cependant, globalement, là, il y a une vraie question. Est-ce que ces centaines de milliards d'euros là investis produiront vraiment le retour sur investissement? Est-ce qu'on n'est pas au cœur d'une grande bulle IA, beaucoup plus forte peut-être que celle des dot-com? Non pas d'ailleurs parce que l'IA ne répondrait pas aux attentes, mais peut-être qu'elle est en train de répondre trop vite aux attentes et en train de se faire s'évaporer une partie de la valeur économique, la déplaçant d'ailleurs ailleurs. Mais c'est mon regard, je suis preneur toi d'avoir ton regard financier, parce que si je suis un ingénieur de formation, toi tu as tes racines dans la finance. Eh bien écoute, moi j'ai 3 sujets là-dessus. Alors, le premier, c'est au niveau de ce que tu disais sur les valorisations qui sont assez délirantes. Et en fait, oui, je suis d'accord avec toi, on est sur des niveaux de valorisation qui ne sont pas du tout corrélés à des métriques financiers de chiffre d'affaires, de rentabilité ou autre, bien évidemment. Mais ce qu'il faut garder en tête, et c'est ce que tu posais comme question, et là moi j'ai une réponse qui est toute trouvée, c'est est-ce qu'il y a une bulle autour de l'IA? Ah oui, évidemment. Évidemment qu'on est sur une bulle. Quand on voit les valorisations d'un certain nombre de boîtes aujourd'hui, Nvidia et autres, qui ont des valorisations qui sont à leur niveau, notamment grâce à l'IA, oui, il y a une bulle financière. Est-ce que ça veut dire qu'elle va éclater? Probable. Est-ce que ça va arriver en 2026, 2027, 2028, 2029? J'en ai aucune idée. Ça peut être aussi beaucoup plus tard. Donc ça, on n'en sait rien. Et donc les valorisations sur lesquelles les boîtes lèvent aujourd'hui, est-ce qu'elles sont délirantes d'un point de vue économique? Oui, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'on est sur un niveau où ça va exploser dans les mois à venir? Pas dit du tout. Moi, le deuxième point qui m'interroge beaucoup plus, c'est en fait, et là je vais être très très attentif à voir ça, c'est le format que vont prendre ces introductions en bourse. Parce que ça, c'est quelque chose qui a été assez peu discuté finalement, mais quand tu veux faire une introduction en bourse, il y a quand même deux moyens, enfin il y a deux formats on va dire, si je caricature un petit peu. Il y a un moyen qui est une levée de fonds, c'est-à-dire que tu as une valorisation qui est à 100 et tu dis que tu veux monter ta valorisation et enfin émettre de nouvelles actions pour faire rentrer de nouveaux investisseurs. Et généralement, on associe ce type de levée de fonds à des volontés des entreprises de continuer à se développer. C'est ce qu'ont fait les OpenAI, Anthropic et autres jusqu'à présent en grande majorité. Et il y a un autre format dans les introductions en bourse qui fonctionne avec un rachat d'actions. Où là, ce que tu dis, c'est que tu as 100 actions qui existent. Et sur les 100 actions, tu en as 25 qui vont être vendues sur le marché à de nouveaux investisseurs. Et si c'est ce qui se passe, quel est-il?
Là, on sait qu'il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui ont investi dans ces solutions, peut-être dans ces entreprises plutôt. Je pense que beaucoup commencent à transpirer, c'est-à-dire que quand tu investis plusieurs milliards dans ces boîtes-là, le ROI sur ton investissement, il n'est pas évident, parce que là, il faut que ça continue à pousser. Et c'est pas dit que si tu mets 10 milliards demain dans OpenAI, tu pourras en sortir 100 dans les 5 ans, bien au contraire. Et donc, c'est vrai que ce serait pas con que certains se disent, peut-être que c'est le moment, on a fait 200 fois la mise sur OpenAI ou Anthropic, est-ce qu'on se dit pas, on cède une partie des actions pour en fait matérialiser une partie de la plus-value et éliminer une partie du risque? Et si c'est ce qui se passe, ça veut dire qu'il y a les nouveaux gogos, entre guillemets, qui vont rentrer au capital, qui vont investir, qui seront principalement, enfin peut-être pas principalement, mais pour beaucoup des particuliers ou d'autres fonds qui n'étaient pas autour de table, et qui vont se retrouver avec la patate chaude. Donc si on est dans le deuxième cas, et c'est là où je vais être extrêmement curieux de voir comment ça va se passer, c'est pour moi un signal où le marché se dit, ok, on a investi, on a gagné de l'argent, ça commence à être dangereux, on va dérisquer une partie de notre investissement. Et je pense que là, c'est le moment où ça pourrait commencer à pencher vers la baisse au niveau d'un certain nombre d'actions, notamment Nvidia. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de bulle financière, alors la bulle financière, elle existe, mais contrairement à ce qu'on avait pu connaître dans les années 2000 au niveau de la bulle Internet, en fait, dans les années 2000, il faut se rappeler, moi je t'ai pas vu en tout cas, mais il y avait beaucoup d'entreprises de la vague Internet qui étaient cotées en bourse. Et donc quand la bulle a explosé en 2000, on a eu énormément d'entreprises où le cours de bourse est tombé à zéro et où les boîtes ont fait faillite. Aujourd'hui, quand tu regardes les boîtes qui sont cotées en bourse et qui sont dans l'IA, il n'y en a pas tant que ça. Le vrai acteur systémique à l'heure actuelle, c'est Nvidia. Pourquoi? Parce qu'il fournit en infrastructure la majorité des acteurs dont on a parlé, que ce soit XAI, Anthropic, OpenAI, on est là-dedans. Mais le vrai problème du côté de Nvidia, c'est que pareil, la valorisation est colossale. Et aujourd'hui, pour continuer à faire des ventes, parce que là, pour le coup, le marché regarde vraiment la rentabilité de Nvidia, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés d'investir. Donc Nvidia investit de l'argent dans ses clients. Donc ils investissent au capital d'OpenAI, Anthropic et autres. Mais dans les contreparties, ce qu'ils demandent, c'est que l'argent qu'ils ont investi soit utilisé pour leur acheter des produits. Ce qui, en termes, encore une fois, économiques de base, est extrêmement dangereux, parce qu'il suffit demain que Nvidia mette 100 milliards sur la table pour investir dans OpenAI. OpenAI dépose dans les 2 mois qui suivent, dépose le bilan dans les 2 mois qui suivent. Et là, tu te retrouves avec une perte sèche de X dizaines, voire plus de milliards de dollars côté Nvidia, et avec un manque à gagner. Et là, je pense que le jour où Nvidia va commencer à corriger en bourse, ça va faire très très mal, parce que si on regarde la composition, alors je prends le S&P 500, qui est un peu l'indice de référence aux États-Unis, quand tu auras le poids des GAFAM et de Nvidia sur la capitalisation totale, c'est majeur. Ce qui veut dire que si demain Nvidia perd 10%, je peux te dire que le marché baisse, même si la majorité des autres boîtes vont monter. Et le dernier point, et c'est le troisième point que je voulais aborder, pour moi c'est quand même une stratégie qui est extrêmement dangereuse pour OpenAI et Anthropic, parce qu'on est sur un marché où en fait un leader le lundi peut être le challenger le vendredi. C'est ce qui s'est passé en fait début 2026 entre Anthropic et OpenAI, où on a vu Anthropic était en pleine bourre et qui a rattrapé une grosse partie du retard qu'ils avaient par rapport à OpenAI et qui leur a un peu taillé les croupières. Si demain les deux étaient cotés, je peux te dire que lorsque Anthropic a fait ses annonces au niveau des skills, au niveau du cowork, au niveau de tout ça, OpenAI, la sanction, je pense, sur la journée en bourse, c'était du moins 20%. Et donc sur les niveaux de valorisation dont on parle aujourd'hui, ça pose encore une fois un risque en termes de volatilité qui est assez colossal. Donc à suivre, mais à retenir, je pense, le point majeur, les deux peut-être, c'est que bulle de l'IA, oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle va exploser tout de suite. Et deuxièmement, regardez vraiment quelle forme va prendre cette IPO. Enfin, ces IPO. Là sur ce que tu dis, parce que c'est intéressant, parce que tu vois, on a beau à chaque fois le tourner, on en discute, c'est vrai, régulièrement. En tout cas, on sait qu'il y a une bulle de l'IA, comme tu dis, effectivement, quand est-ce qu'elle va exploser, tous les mécanismes que tu détailles, en tout cas, ils sont hyper intéressants. Et moi, je note aussi un autre élément qui est quand même intéressant. Moi, je suis un entrepreneur qui est né dans l'univers du digital, avec le mythe de la scalabilité. À un moment donné, de créer un système qui, à un moment donné, faisait que, après, plus tu avais d'utilisateurs, plus tes coûts fixes réduisaient, et finalement, tu créais finalement de la renta. Là, je note quand même dans sa nature même l'IA, par le coût du token, par le coût électrique de ce que génère la chose, on n'est plus dans la même économie. Et là, il y a pareil, à mon avis, des dimensions dans les réflexes de certains investisseurs venant du digital, qui, à mon avis, en tout cas, perçoivent mal. Ils ne sont pas forcément applicables à c'est ce clair, qu'on il y dit a des aujourd'hui. réflexes qui sont plus valables. On n'est plus dans la même économie, Je suis on est d'accord. dans une économie du monde physique. Exactement, et ça je pense que c'est un point que la majorité enfin peut-être pas la majorité, mais qu'une grosse partie des investisseurs n'ont pas forcément en tête. Je crois que c'est Arthur Mensch qui disait ça au Sénat, que finalement son job c'est de transformer de l'électricité en intelligence. Et c'est le cœur du sujet, et aujourd'hui ce qu'on observe c'est que quand il y a reprend OpenAI il y a 1 an, quand ils ont sorti le mode image de ChatGPT qui avait fait autant parler,
Pourquoi est-ce qu'ils ont limité au maximum l'usage de ChatGPT pour les utilisateurs gratuits? C'est parce qu'en fait, l'infrastructure derrière. Mais avec un vrai sujet sur la infrastructure électrique, et d'ailleurs derrière, américaine. Mais bon, on en parle. Un avantage. Propose qu'on avance parce que je vois le temps passer et je sais que ce soir, tu vas devoir voir une défaite en direct. Ah, attention, c'est enregistré, Martin. C'est enregistré, ça sera réutilisé. J'ai pas dit de qui. Donc, là, on parlait de la France. En matière d'intelligence artificielle, annonce de Sébastien Lecornu. À partir de la rentrée 2027, les élèves de seconde auront 1 heure d'enseignement par semaine. Cyril, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que j'ai plutôt accueilli cette annonce comme quelque chose de positif. Je ne crois pas que nous, on soit partie des acteurs qui pensons qu'il faille absolument que l'IA intègre l'école. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il faut que l'IA forme bien aux fondamentaux, effectivement, à l'écriture, au calcul, à la logique, l'histoire, la géographie, la culture générale, l'esprit critique, l'interaction humaine. Donc je pense qu'il y a des fondamentaux. Je pense qu'on devrait au contraire souvent enlever de la technologie à l'école pour venir ramener sur les fondamentaux. La technologie est déjà partout ailleurs et on a besoin de ça en réalité. C'est ça les fondamentaux dont on a besoin pour former notamment les gens. L'école n'a pas vocation à former que des salariés, mais en tout cas, nous, dans nos entreprises, quand on recrute quelqu'un, on a envie de recruter des gens dont la tête, en tout cas, est bien faite. Mais la manière dont ils l'ont annoncé, ce format un peu, en plus assez régulier, c'est pas un truc un peu ponctuel, en disant tiens, on va placer quelque chose à l'intérieur. Donc je crois que c'est chaque semaine un cours pour les élèves de, voilà, Seconde. je trouve que c'est intéressant. Je trouve que l'état d'esprit est plutôt intéressant parce qu'on est bien face à la plus grande vague technologique de notre époque. Et je pense que c'est difficile de laisser l'école neutre par rapport à cela. Ça serait une erreur de penser que ça suffise de transformer, ça suffit à transformer l'école, parce que je crois que l'école et l'enseignement supérieur va devoir se réinterroger bien au-delà de juste apprendre aux gens à comprendre ce que c'est l'IA. Il y a plein d'autres choses, de fondamentaux, la posture des enseignants, il y a plein d'autres choses sur lesquelles il va falloir en tout cas travailler. Maintenant, ma seule limite, non, c'est précaution que j'ai, c'est ok, comment ça va s'opérationnaliser? Comment des enseignants de seconde, de première, de terminale vont avoir cette capacité de venir transmettre ces éléments-là dans un environnement technologique qui évolue beaucoup. Donc ça veut dire que l'État va devoir investir énormément dans la formation des enseignants, dans une veille qui est importante. Ben, Martin, tu le sais, nous, c'est au cœur de notre travail quotidien. Et là, pour le coup, on n'a pas la prétention de dire qu'on est les seuls à le faire. Mais on voit bien, en tout cas, le capital que ça nécessite chez nous, le financement que c'est un de nos gros pôles d'investissement. Ma question, ouais, c'est comment ça va s'opérer. Un regard là-dessus, mais plutôt, en tout cas, je trouve, une bonne annonce, en tout cas, sur laquelle j'ai un a priori positif. Mais prenons de ton regard. Ouais, enfin, l'annonce, en effet, c'est intéressant. Après, la question que ça pose, c'est bah, en fait, moi, je sais pas pourquoi, dès que j'ai lu ça, j'ai pensé tout de suite à. Je sais pas si tu avais eu ça, parce que tu étais beaucoup plus vieux que moi. Mais à mon époque, on avait des cours de flûte au collège. J'ai eu ça, j'ai eu ça. Bon, je connais personne autour de moi qui est devenu flûtiste expert, d'accord? Donc, bon, je vois pas trop l'intérêt et j'ai peur qu'en fait, le format s'apparente à ça. Pourquoi? Parce que bah, tu le disais, il y a deux sujets. Le premier, c'est que bah, il faut bien des gens pour former les élèves. Et est-ce que les enseignants aujourd'hui, alors il y en a bien évidemment qui sont, je pense, très avancés sur la thématique. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Pas sûr. Déjà, ça pose la question de comment est-ce qu'on va former les formateurs. Et deuxième point, le problème, et ça nous on y est confronté, alors sur la partie surtout formation de Polaria, formation que tu vas donner en septembre est plus ou moins caduque en novembre. C'est-à-dire qu'on fait monter à jour nos supports de formation, on reste en veille là-dessus, mais ça pose la question de qu'est-ce que tu vas apprendre en septembre et qu'est-ce que tu vas devoir en faire à l'horizon juin, parce qu'on est sur une technologie qui progresse extrêmement rapidement et qui évolue très très vite. Donc je pense que c'est peut-être une bonne chose, mais peut-être plus autour, comme tu le disais, de l'enseignement, en fait, des réflexes qu'il faut avoir, de comment bien l'utiliser, de tout ça. Mais je pense que si l'idée c'est d'utiliser du Mistral code et c'est tout, je vois pas trop l'intérêt parce que ce sera caduque dans les prochaines semaines. Si après c'est vraiment comment détecter des fake news, comment utiliser l'IA pour muscler son esprit critique, etc., pourquoi pas? Je sais pas si c'est la direction que ça va prendre, mais en tout cas, j'allais te dire que sur le papier, pourquoi pas? C'est pas déconnant, comme on dit. Dans les faits, j'ai plus de vigilance. Ouais, mais en tout cas, je pense qu'il y a, comme on le voit bien, nous, dans l'information, il y a des fondamentaux
sur lesquels il faut qu'on Où ça bouge pas trop. travaille. Voilà, il y a des C'est vrai fondamentaux, que comprendre les mécaniques, tu vois, la technologie Transformer par exemple maintenant, alors on verra s'il y a des world models approche demain. statistique, tout ça, l'esprit critique, Il y a oui, des oui, bien choses, sûr. il y a des choses qui peuvent être utiles, voilà, c'est la techno Mais est-ce que c'est améliorée. ça? Est-ce que c'est ça ce qui le met dans le tweet là, tu vois, quand tu regardes le fonctionnement des modèles, usage éthique, souveraineté numérique, esprit critique. Donc si on est là-dessus, ça peut être intéressant. Ça nécessite quand même que les formateurs soient formés. Mais si on est vraiment sur de l'usage de l'IA, j'ai plus de précautions. Mais en tout cas, ça va être une sacrée ambition parce que le risque, c'est d'envoyer des enseignants qui, enfin, qui porteraient en tout cas Qui une savent, vision de l'IA ouais. avec leurs propres a priori, positifs ou négatifs, avec leurs propres croyances. Et là, il y aurait beaucoup de limites aussi à ce type de choses. Parce Bon, que à c'est pas le cas un peu déjà opérationnaliser, partout. mais j'ai envie d'avoir un a priori positif. Ouais. Bon, plus mitigé de mon côté. Pierre, mais oh, quel timing incroyable. Alors, quelle nouvelle de l'IA Act et du Digital Omnibus Package? Donc, pour rappel, l'IA Act, qu'est-ce que c'est? C'est que à l'échelle de l'Union européenne, on n'a pas que des modèles parce qu'on est européen, donc on a aussi de la réglementation et de la régulation. Donc l'IA Act, c'est un cadre réglementaire qui a été voté par la Commission, enfin qui a été adopté par la Commission européenne et qui vise en fait à analyser l'IA et surtout les IA génératives selon plusieurs niveaux de risque. Donc il y a 5 niveaux de risque et en fonction du niveau de risque dans lequel on se trouve, il y a des choses qu'on a le droit de faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Par exemple, c'est un exemple que j'aime bien donner, mais tout ce qui va être profilage de personnes en utilisant l'IA, on considère qu'on est sur un niveau de risque qui est inacceptable, donc le niveau de risque. Et donc, à l'échelle de l'Union européenne, on n'a pas le droit de travailler ou d'utiliser des outils qui vont permettre de faire ça. Et plus on descend dans les niveaux, plus les contraintes, on va dire, sont légères. Néanmoins, c'est vrai que si vous êtes en contradiction avec l'IA Act, il peut y avoir des amendes qui sont assez salées. Cet IA Act, il a été mis en vigueur, enfin, il a commencé à rentrer en vigueur il y a déjà plus d'un an et demi de mémoire, j'ai un doute sur la date. Mais il y a 2 ans, ouais, 2 ans, ça va faire 2 ans. Ouais, c'est ça, donc qui rentre en vigueur de façon progressive, donc tout n'est pas tout de suite obligatoire, on va dire, il y a un niveau de diffusion au fur et à mesure, et il y a eu quelques décalages qui ont été annoncés ces dernières semaines. Cyril, est-ce que tu veux revenir là-dessus? Non, bah alors effectivement, il y a eu beaucoup de discussions, pas mal d'acteurs qui sont fédérés pour finalement venir retarder des échéances de déclaration qui étaient beaucoup trop lourdes, en tout cas face auxquelles on n'allait pas réussir à répondre. Donc forcément, on est en train de décaler ça dans le temps. Moi, j'ai toujours été pro, en tout cas, réglementation européenne au sens où, en tout cas, avoir une philosophie européenne, certains actes, en tout cas. Mais je sais aussi qu'en disant ça, bah, le problème, c'est que j'ai tout de suite envie de dire, cependant, une bonne réglementation devrait ne pas être complexe, ne pas démultiplier l'administratif, être clair dans les décisions, favoriser quand même l'innovation. Et là, en ce moment, plus on avance et plus on s'aperçoit que les choses ne sont pas dans le bon ordre. Moi, je me souviens encore des tout débuts, on avait été sollicité pour parler voilà, de la IAC. Et il y avait des questions de savoir à quelle puissance d'un modèle on devait placer les réglementations. La puissance d'un modèle il y a 2 ans, les hauts niveaux dont on a dû anticiper il y a 2 ans, sont complètement ridicules aujourd'hui. On voit bien que là, il y a des décalages. Voilà, j'ai toujours été pour, en tout cas, que l'Europe affirme en tout cas, une certaine philosophie. Alors, les Américains ne sont pas exempts, hein. Maintenant, d'ailleurs, le gouvernement américain demande à avoir un contrôle sur les modèles quand ils sont publiés, donc il y a des éléments. Mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de créer une usine à gaz qui se décale en plus dans le temps. Je ne suis pas sûr qu'on parvienne au sujet. Là, c'est-à-dire, voilà, de ce que j'ai compris parce qu'on a Victor qui travaille chez nous sur ces sujets-là, qui nous a expliqué qu'effectivement, c'était à juste retarder. Entre retarder et demain annuler, on aura anticipé des choses. On a vécu des choses à la CSRD qui devait transformer plein de choses, qui a créé des usines à gaz et un peu compliqué. Et là, maintenant, je suis en train de voir des choses assez claires. Nous-mêmes, dans notre écosystème, alors qu'on cherche bien sûr à innover, mais à l'échelle de Polaria, qui est plutôt un intégrateur et un développeur de solutions, on se rend compte que certains des cas d'usage qu'on envisage rentrent dans des cas complexes et pourraient nous submerger du coup Ah, de d'administratif, réglementation. qui fera qu'à un moment donné, on abandonnera certains projets parce qu'on n'aura pas de toute façon les ressources administratives pour répondre à ça. Et pourtant, on fait partie des premiers à s'être dotés notamment d'un chercheur en droit de l'IA sur la IACT. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont dotés de ça. Et c'est un vrai sujet. Pas de lui, pas de ça. Donc, mitigé.
voilà, j'étais plutôt pour cet AI Act. Et là, tout ça est en train de tourner d'une certaine manière que je n'aime pas trop. Bah écoute, moi le point que j'ai, c'est... alors, par défaut, je suis pas très... c'est peut-être la différence, je suis pas très fan de la réglementation. Ah, voilà, pour des sujets de divergence philosophique, on va dire là-dessus, mais c'est clair que quand on parle d'IA, on parle quand même d'un sujet qui pose beaucoup d'enjeux, qui pose beaucoup de risques potentiels. Et encadrer à un moment donné, il fallait le faire, c'est pas non plus totalement stupide, bien évidemment. Moi, je suis quand même plutôt réticent à cette histoire d'IA Act dans la mesure où je trouve que fait comme ça a été fait, c'est un frein à l'innovation. Parce que généralement, la règle et la réglementation freinent l'innovation. Et c'est quand même un petit peu ce qu'on observe depuis quelques temps, où on a des investissements, moi j'ai plusieurs exemples autour de moi, même dans des investissements de petites boîtes, pas de boîtes forcément très importantes, qui se sont plutôt en matière d'IA dirigés du côté des États-Unis par crainte de l'IA Act. Donc le risque que j'y vois, c'est ça, c'est qu'en fait, en voulant poser un cadre réglementaire avant de poser une vraie stratégie en matière de développement de l'usage de l'IA, je pense qu'on met un petit peu la charrue avant les bœufs, d'autant plus que quand on parle d'intelligence artificielle, quoi qu'on en pense, on est quand même dans une économie et un monde qui est mondialisé. Et donc, c'est pas l'Europe qui court sa course. L'Europe court contre d'autres acteurs, des Américains, Chinois et autres, et eux n'ont pas les contraintes qu'on a. Tu parlais des États-Unis. Les États-Unis, qui a toujours voulu garder la main, en effet, sur les solutions stratégiques qui ont été développées, gardent justement un droit de contrôle sur ce qui est fait. Donc ils ont un droit de regard, ils vérifient ce qui se passe. Mais ils ne cherchent pas autant, en tout cas, à censurer ou à limiter ou à cadrer l'innovation qu'il peut y avoir. Ça, c'est plutôt l'approche européenne, et je pense que c'est ce qui nous a en grande partie desservi depuis quelques décennies. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on est en train de réécrire un petit peu l'histoire à ce niveau-là. Et là, tu vois, c'est comme le symbole, parce qu'à la fin, si on fait cet omnibus là pour décaler l'application, c'est pas parce que, tiens, on a un gros sujet d'innovation, une stratégie qu'on doit clarifier. C'est parce que on a mis entre les mains des gens une charge administrative qui est trop forte pour être remplie dans les délais qui sont imposés. Donc là, c'est quand même là, il y a une part de folie dans ce qu'on est en train de faire. Et puis, nous, on est quand même une boîte qui bosse dans l'IA, donc on connaît quand même un petit peu les sujets. On est accompagné de quelqu'un, Victor, qui est spécialiste du domaine. Et tu dis quand même, et je sais ce qu'on en a déjà parlé, il y a des projets sur lesquels on n'ira pas parce que ça va être trop compliqué en matière administrative. Donc imaginons des PME, des ETI qui veulent mettre en place des systèmes d'IA pour les aider dans leur quotidien et qui sont déjà peut-être même pas au courant de l'existence de l'IA Act et qui, dès qu'elles s'en aperçoivent, doivent se pencher dessus pour voir, mais attends, est-ce qu'on a le droit de le faire, est-ce qu'on n'a pas le droit. Moi, je pense qu'il y a un grand nombre de projets d'investissement en matière d'IA en Europe qui sont déjà morts, même si ça n'a pas été annoncé, à cause de cette complexité réglementaire et administrative qui nous tombe dessus. C'est bon pour toi? C'est bon pour On moi. avance? Allez, Pierre, Je suis le plus joyeux. impeccable. On parlait d'Elon Musk, parlons maintenant de Jeff Bezos qui a annoncé avoir levé 12 milliards de dollars pour révolutionner cette fois-ci non pas que l'IA mais l'industrie avec sa start-up qui s'appelle Prometheus et qui est dédiée à l'ingénierie et à la fabrication. Et c'est une série B qui valorise l'entreprise 41 milliards de dollars, ce qui finalement n'est pas colossal par rapport à ce qu'on peut voir par ailleurs. Ouais, mais ça dit quand même quelque chose de ce qui se passe sur le marché. Effectivement, on parle derrière là, de ce qu'on appelle les world models, même si tout ça recouvre beaucoup d'architecture, de réflexion, de recherche, qui est un champ hypothétique. Le but, c'est effectivement de doter l'IA maintenant d'une capacité à mieux comprendre le monde physique. Les cas d'usage applicatifs vont être l'industrie, la robotique, autonome. Il y a plein d'acteurs qui se positionnent effectivement sur ce sujet. En France, il y a le cas. Avant, d'ailleurs, Jeff Bezos a levé voilà, je crois, entre 800 millions et 1 milliard d'euros. Donc voilà, beaucoup moins que Jeff Bezos, mais qui se positionne sur ce sujet. Cependant, voilà, un espace d'application ou de promesses qu'on n'a pas encore totalement traduite. Il y a encore beaucoup de recherches à opérer là-dessus. On n'a pas eu encore tout à fait les percées à tous les endroits. On n'est pas dans un espace juste d'application ingénierie. Donc, ça me semble être des levées de fonds qui sont quand même très importants parce que Prometheus, à la fin, si on est bien dans ces modèles qui visent à explorer le monde physique, on est dans des espaces de recherche, donc on est encore au stade de laboratoire à beaucoup d'endroits. Ça me paraît être des levées de fonds qui participent à une dynamique globale un peu forte, mais je le prends avec beaucoup de précaution parce que ça fait, voilà, je me suis toujours intéressé au world model, mais je continue à lire le papier, je suis pas à jour totalement sur le sujet, donc c'est un Tu peux sujet peut-être qui poser deux mots correspond. pour tout le monde ce qu'est un world model? Donc en gros, un world model, Et peut-être le euh, comparer, excuse-moi je te recoupe, mais le différencier un petit peu de ce qu'on connaît aujourd'hui en matière de génératif.
En gros, un modèle génératif, aujourd'hui, en gros, prédit la syllabe suivante dans le, voilà, Dans dans le sa monde, réponse. voilà, dans le monde textuel, le texte suivant, le code suivant, la syllabe suivante. Les modèles statistiques que l'on a aujourd'hui qui forment l'IA générative, le pixel ou autre. Quand on arrive dans l'univers des pixels, on prédit des environnements, mais on prédit pas toujours le pixel d'à côté ou le pixel suivant. Et on est dans des espaces qui parfois ont du mal à tenir compte des réalités physiques. Effectivement, notamment la génération de vidéos, des fois on peut avoir des incohérences ou autres. Pourquoi? Parce que le monde ne sait pas représenter le monde de manière physique. D'accord? Et il y a des principes, voilà, de base qu'un enfant peut apprendre très vite. Donc l'idée, c'est de venir potentiellement être en capacité de venir prédire effectivement de manière cohérente la scène suivante ou le monde physique suivant, ou quand on est dans une chaîne temporelle ou dans un déplacement temporel, de prédire le monde tel qu'il va être lorsque on se déplace à l'intérieur. Donc il y a une sorte de prédiction du monde. Et l'idée dans les world models, c'est également, et beaucoup l'idée de Yann Lequin, venir réduire la capacité, enfin la nécessité de venir fournir énormément d'exemples à une machine pour apprendre. Que ChatGPT ou autres apprennent ce qu'est un chat, il a fallu leur fournir énormément de données et de photos de chats. Ma fille, qui n'a pas le niveau intellectuel encore de Claude, par contre, je lui ai montré quelques fois quelques photos de chats et en fait très vite elle a su ce qu'était un chat et on peut lui présenter de nouveaux animaux et elle saura les reconnaître. On a cette capacité, nous, à apprendre et à progresser à partir de très peu de données. Donc, c'est l'espace qu'on cherche donc à explorer là-dedans, à la fois être capable de doter la machine d'une sorte de bon sens, donc d'où l'idée de World Model, de doter la machine d'une capacité à comprendre le monde et donc à le prédire. Et bien sûr, ça a plein de promesses, mais il me semble qu'il reste encore des éléments de recherche, en tout cas, à percer pour vraiment répondre à la question et sortir vraiment des modèles qu'on a simplement statistiques. Non, mais je vais pas ajouter grand-chose. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça s'inscrit dans un mouvement quand même qu'on observe depuis quelques temps, qui est d'explorer d'autres champs possibles que juste les LLM quelque part, ou même les REM ou autres. On explore d'autres façons de faire qui pourraient permettre de répondre à des problèmes que rencontrent aujourd'hui les IA. Hein. Je prends l'exemple, tu prends l'exemple du chat, moi je vais prendre celui de la station de lavage. Vous l'avez peut-être vu passer, hein, quand on posait aux modèles les plus puissants. Je crois que Fable 5 l'a passé ce test, mais les autres avaient plus de mal. On posait le prompt suivant, je dois aller laver ma voiture, j'ai une station de lavage à 50 mètres de chez moi, est-ce que j'y vais à pied ou en voiture? Ce qui est une question absolument stupide si on dit qu'on veut laver sa voiture, mais pourtant les modèles répondaient à 50 mètres, tu peux le faire à pied, pas la peine de prendre la voiture. Donc je pense que c'est intéressant parce que ça permet quand même d'explorer d'autres directions. À voir ce que ça va donner. Pour moi, cette levée de fonds, c'est quand même très R&D, hein, quelque part. On est vraiment sur de l'expérimentation. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il y a quand même dans la volonté, en tout cas qu'il y a derrière, de ce qu'on lit, rassembler le côté IA et le côté physique. Parce qu'aujourd'hui, c'est là-dessus où on manque encore d'applications. On a de l'IA classique qui est utilisée dans le monde physique depuis longtemps, bien évidemment. Mais le génératif reste quand même aujourd'hui utilisé via les interfaces, via les ordinateurs, via les smartphones. Demain, avoir de l'IA qui va pouvoir être utilisée sur vraiment, explorer en tout cas tout ce qui va être ingénierie, la fabrication, le monde physique quelque part. Là, je pense qu'on va ouvrir un champ des possibles en matière de cas d'usage métier, cas d'usage concret, qui est intéressant de suivre. Mais tu vois, Et ça là-dessus, amène c'est à quand parler même de la robotique. intéressant. Tu vois, quand je dis que c'est un sujet de R&D, c'est intéressant. Quand les transformers sont arrivés, qui ont posé effectivement la base des LLM, qui à la fin reste comme la base de l'architecture transformer du monde d'aujourd'hui en termes d'IA, en tout cas de ce dont on parle le plus. La rupture technologique est arrivée, le papier est sorti, puis ensuite les cas d'application ont commencé à prouver leur valeur et on a fait des levées de fonds de malades pour venir ensuite déployer la solution. Là, chez lui, ou comme... C'est un peu dans l'autre sens maintenant. Voilà, là on a une promesse, on a une envie, sauf à ce que j'ai raté quelque chose sur les world models, mais ça veut parce que le cas, hein, le symbolique, quand il l'expliquait à Vivatech il y a 2-3 ans en disant aux chercheurs de travailler sur LLM, c'est un sujet des ingénieurs et des boîtes d'ailleurs comme Polaria qui sont là maintenant pour déployer en réalité. Mais si vous êtes chercheur, intéressez-vous à la génération suivante. Bah oui, c'est un travail de recherche. Et lui-même a opéré du coup cette levée de fonds. Donc voilà, intéressant. C'est peut-être des super paris. Et s'ils le font, alors là par contre, je pense, il n'y a aucun doute, là ils gagneront beaucoup. Mais est-ce que ça participe pas aussi à un état d'esprit plus global de gens qui ont aussi raté une vague? C'est intéressant que ce soit Yann Lequin et Jeff Bezos qui soient au cœur de ces deux levées de fonds.
je le dis juste comme ça, et qui participent à une dynamique plus globale de levée de fonds. On est vraiment, est-ce qu'on n'est pas un peu dans, voilà, là, l'économie du dot-com, là, il faudrait qu'on fasse vraiment un parallèle entre nos Puis économies. c'est pas les seuls, hein, c'est pas les seuls. Tu prends Mira Murati, donc l'ancienne de OpenAI, qui a levé, alors j'ai peur de dire une énorme bêtise, mais je crois que c'était 500 millions de dollars en pré-seed sur un PowerPoint, sur en tout cas un projet d'acteur qui pour le moment, je crois, n'a pas encore sorti de premier produit. Donc c'est clair qu'il y a quand même un parfum un petit peu familier de ce qu'on a pu connaître par le passé, ainsi que fonctionne l'économie. Mais je ne suis pas convaincu, même si c'est vrai qu'on peut voir des choses qui nous semblent aberrantes, que ce soit au niveau des valorisations ou des montants qui sont investis. Je ne suis pas convaincu que la bulle ait atteint la taille qui va lui permettre d'exploser. Suivant. Pierre, je pense qu'on a fait le tour, à part s'il y a un autre sujet. Et non, eh ben écoute, on a On a maîtrisé bien notre respecté sujet. le timing. On avait prévu de respecter 1 heure. Bah écoute, merci beaucoup. Alors déjà Pierre, Ouais, en ouais, coulisses. merci Pierre. Et merci beaucoup Cyril. On vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode du Polaria Show. En attendant, vous trouverez dans la présentation de la vidéo, dans la description de la vidéo, un certain nombre de ressources qui présentent qui on est, ce qu'on fait. Vous trouverez dans ces liens un lien qui vous amène vers la Polaria Academy, une plateforme donc de e-learning qu'on a lancée il y a quelques semaines maintenant et qui a vocation à être une plateforme évolutive, c'est-à-dire que vu que l'IA évolue très vite, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de faire évoluer en continu les supports et les tutos et formations qu'on va mettre dedans et proposer également un espace d'échange avec des chats classiques sur lesquels vous pourrez discuter avec nous et on pourra répondre à vos questions. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire si vous en avez. Suggestions également. Et suggestions également. Alors, on va avoir une petite phase de rodage, à mon avis, pendant les premiers épisodes. Mais derrière, n'hésitez pas. Questions, on les prendra avec grand plaisir. Un mot de la fin, Cyril? Non, je crois qu'on peut terminer avec nos slogans, faire en sorte que l'IA soit passée entre les mains du plus grand nombre pour éviter qu'elle se concentre entre les mains de quelques-uns. Eh bien, merci. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Merci.